La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lecture de presse en ce mercredi 8 mai 2013. Nous allons commencer avec l'Express de Madagascar qui met à sa une les candidats Front de la Résistance. Si on parle ici donc de démission, car en dépit des dispositions légales, eh bien, les membres du gouvernement et des institutions candidats à l'élection présidentielle sont restés donc pour le moment à leur poste. Le Premier ministre Ömer Birzik est venu à leur secours, indiquant que la démission pour tout le monde est fixée au 24 mai. Mais quand on dit aussi donc par rapport à ce titre, qu'est-ce que nous dit plus dans le contenu de l'article en soi? On nous fait savoir que la cacophonie persiste. La question relative à la démission des candidats à l'élection présidentielle qualifiés d'autorité politique continue, comme nous l'avons déjà spécifié à travers le titre ici de l'Express de Madagascar, de faire des vagues. La décision pourtant irrévocable de la CES continue d'être contestée. Il existe beaucoup d'interprétations sur les textes. Je déposerai ma démission dès que le texte à appliquer est clair et que la situation se décante. Voilà ce qu'a déclaré par exemple ici Dolin Rassoulsou, président du Conseil supérieur de la transition et candidat à l'élection présidentielle en marge, donc c'était de l'ouverture de la session parlementaire. La déclaration de ce président d'une institution qui examine et qui vote les lois symbolise la situation. Nous éclaire ici l'Express de Madagascar. Elle illustre une forme de résistance à une décision censée être irrévocable d'une cour dont la crédibilité est mise à mal après la publication de la liste des candidats à la présidentielle. Mais le Premier ministre Ömer Birzik a pourtant aussi affirmé que tout le monde, sans exception, doit démissionner 60 jours avant le scrutin. Et ici donc c'était le Premier ministre Ömer Birzik qui l'a fait savoir hier aussi. Il a précisé qu'il a puisé cette indication à la lecture de tous les textes, feuilles de route et code électoral avant de mettre en garde la CES. Il appartient de voir l'application de la loi pour qu'il n'y ait pas de décisions irrévocables qui pourraient provoquer des troubles, a d'ailleurs rajouté ici donc le Premier ministre Ömer Birzik. Le chef du gouvernement donc en a profité pour recadrer ici le ministre de l'Intérieur, et ce dernier avait soutenu, c'était lundi donc, la démission immédiate des membres du gouvernement, chef de région, président de la délégation spéciale, à l'exception donc d'André Radzoué, le président de la transition, c'était lundi. Pour l'instant donc, nous dit cet article de l'Express de Madagascar, les candidats concernés jouent la montre. A priori, aucun d'eux n'a encore remis sa démission, si l'on se fie donc à l'annonce d'Ömer Birzik. Le débat risque de s'éterniser quant à la question de l'entrée en vigueur de la décision de la CES par rapport donc à la publication et à l'affichage de celle-ci sera évoqué. Madagascar Matin, suite et fin des controverses sur les démissions, prééminence de la feuille de route selon le Premier ministre. Et puis ici on nous fait savoir donc, toujours ici à le titre à la une de Madagascar Matin, à défaut d'une légalité difficile à trancher en raison des dispositions contradictoires stipulées par divers textes, Ömer Birzik semble avoir opté pour l'égalité de tous en nivelant le délai de l'obligation de démissionner à 60 jours avant la tenue des élections. Pas très flatteur pour le législateur de la transition d'avoir adopté une loi qui plus est organique et de surcroît spécifique à l'élection du premier président de la 4e République, dont au moins donc une disposition préfigurée aussi mèse des étourdis. Et comme on nous le dit ici par rapport aux démissions des candidats, l'exemple vient d'en haut. Voilà le titre ici donné en page 3 du journal Madagascar Matin. Ici, comme il a été déjà dit par l'Express de Madagascar, Ömer Birzik a répondu aux propos du ministre de l'Intérieur afin de couper court justement aux polémiques sur ce sujet. Il a précisé qu'en cette période transitoire, seule la feuille de route compte, et dans l'article 14 de ce document, justement, il est stipulé que le président de la transition, le Premier ministre de consensus et les membres du gouvernement sont tenus de démissionner de leurs fonctions 60 jours donc avant la date du scrutin s'ils décident de se porter candidat aux élections législatives et présidentielles. Et cet article de la feuille de route est conforté par l'article 15 de la loi numéro 2012-015 sur l'élection présidentielle de la 4e République. Et sur la question de savoir qui dirigera le pays après la démission donc des présidents de la transition et du CST qui sont candidats, le locataire de Mazoriv avance l'article 34 de cette même loi, balayant ainsi d'un revers de la main les arguments du ministre de l'Intérieur qui stipule qu'en cas de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, eh bien, les fonctions de chef de l'État sont exercées collégialement par le Premier ministre, le président du CST, le président du CT. Et face à ces polémiques, nous dit ici Madagascar Matin dans sa conclusion, et ce donc autour de la démission des candidats, le Malagas Miramieng avance que l'exemple devrait venir d'en haut. Il ajoute que si le président fait le premier pas, eh bien, les autres ne pourront que lui emboîter
sauter le pas. Le journal La Vérité, malgré l'atmosphère délétère, les élections au plus tôt et à tout prix, contradiction des textes sur l'obligation de démission, mais où étaient donc les éminents juristes nationaux? Voilà les deux grands titres ici, mis à la une par le journal La Vérité. Et en ce qui concerne donc, malgré cette atmosphère délétère, les élections au plus tôt et à tout prix, eh bien, entre chien et loup, comme nous le dit ici le journal La Vérité, c'est ainsi que l'on peut donc qualifier l'ambiance qui règne actuellement au pays, et ce suite aux événements de ces derniers jours, par rapport dans la publication de la CS de la liste définitive des concurrents à la prochaine Cour de magistrature suprême du pays, et puis la restitution aussi des résolutions du dialogue pour la réconciliation initiée par le FFKM. Et bien, ces deux événements intervenus comme par pure coïncidence, nous fait savoir ici le journal La Vérité, d'une manière quasi simultanée, ont plongé l'opinion publique dans l'expectative. En effet, nous dit ici cet article du journal La Vérité, si l'acte de la CES constitue le feu vert à l'élection présidentielle, eh bien, l'exploit du FFKM tend plutôt à remettre celle-ci au calende grec. Et du coup, dans les chaumières, l'on ne sait plus à quoi se préparer, aller aux urnes ou se tenir prêt pour un saut dans le vide. En réalité, eh bien, la question qui devrait se poser ne consiste sans doute pas à savoir si les élections, dont la présidentielle qui est la plus proche, auront lieu, mais plutôt dans quelles conditions elles vont se tenir. À voir en effet la détermination des différentes entités impliquées de près ou de loin par l'organisation de ces premières consultations populaires de sortie de crise, il est peu probable que la machine électorale, déjà mise en branle, puisse désormais être arrêtée, ni même freinée, et l'on ne fera tout pour qu'elle puisse arriver à bon port et dans les délais convenus. À moins, évidemment, nous dit ici le journal La Vérité, que ce soit le chaos qui s'installe au pays entre-temps, et c'est là qu'il y a le plus à craindre. Et dans sa conclusion, eh bien, toujours au journal La Vérité de nous dire que quoi qu'il en soit, eh bien, les simples citoyens en général et les électeurs en particulier n'ont qu'un seul souhait, que rien ni personne ne vienne pour les empêcher de s'exprimer à travers les urnes à la date convenue. Le journal Les Nouvelles met à sa une sur Africa 24, Ads Angela Narvel met les points sur les i. En fin de compte, eh bien, la majorité de la classe politique est prête à affronter les urnes le 24 juillet. La démarche des participants au conclave initié par le FFKM de mettre sur pied une nouvelle transition est mornée. Récemment, lors d'un entretien sur la télévision Africa 24, eh bien, le candidat André Narvel a pour sa part estimé que l'Église devrait s'en tenir à la réconciliation des Malgaches et non à l'intervention sur le plan politique. Mais ici, justement, si on prend le journal Les Nouvelles, voyons plutôt ici son éditorial titré « Sans aucune garantie ». La transition bis à court terme du FFKM ne semble pas avoir la cote et revenir au point de départ et tout recommencer après ces périples semés d'embûches, eh bien, ne font pas l'unanimité et ce n'est pas la peine de peser le pour et le contre sur le sujet, car d'ailleurs le titre nous le fait savoir à travers un titre bien dit, sans aucune garantie. Les résolutions du FFKM n'aspirent par confiance ni aux politiques ni à la majorité de la population. Réconciliation veut dire se pardonner, oublier les histoires passées et se donner la main pour conjuguer les efforts dans le dessein de sortir Madagascar de la crise. Mais pour les quelques 200 personnes qui ont participé au conclave, eh bien, les hommes d'église, de se réconcilier signifie se partager des sièges au sein des différentes institutions et nommer des nouveaux dirigeants à la tête d'une transition à court terme entre les deux définitions, laquelle sera le mieux appropriée à la situation actuelle. La question ici posée. Mais ici, dans son élan, eh bien, l'éditorialiste nous dire qu'une transition qui succède à une autre ne présage rien de bon. Et même les crédules et les naïfs ne vont pas croire que ce projet puisse vraiment régler les problèmes de ce pays. Déjà, chacun a sa manière d'interpréter les textes sur la démission attendue des candidats à l'élection présidentielle. Alors, aller s'aventurer dans un autre régime sans garantie de réussite serait vraiment un suicide. Il faut se rendre à l'évidence, car même la communauté internationale n'approuve pas les résolutions prises par les congressistes du FFKM, nous dit l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Courrier de Madagascar, 2 titres. Le PM sur la démission des candidats. Il faut se référer à la loi et l'appliquer. Voilà les 2 titres ici mis à la une, mais en page 3, et puis il y a cette partie en coulisses, Andraduel et la CI, la confiance ne règne plus. C'est le titre ici donné donc sur ce sujet. Toujours ici à Courrier de Madagascar de nous dire donc que la communauté internationale, à travers cet article, a adressé des
message de désapprobation à la destination d'Andrade quant à sa manière peu cavalière de se présenter comme candidat aux élections présidentielles. On analysera avec attention la teneur du discours de l'ambassadeur de l'Union européenne Leonidas Tesapsédis lors de la journée de l'Europe de ce 8 mai. Mais une chose est sûre, nous dit en coulisses de Courrier de Madagascar, les actes et gestes du FAT sont surveillés de près par les partenaires étrangers, notamment l'effectivité de sa démission le 24 mai 2013. On verra, nous dit ici, s'il va essayer de franchir la ligne rouge et demander, on ne sait pas par quel test il va arborer, la démission des autres membres du gouvernement et chefs d'institution avant le 24 mai 2013. En tout cas, nous dit ici en coulisses de Courrier de Madagascar, la communauté internationale ne reconnaît que la feuille de route qui est la seule référence juridique pour finaliser le processus électoral. Midi, Madagascar, Mamre Coutorville contre le report des élections, c'est le grand titre ici, mis à la une, mais voyons plutôt du côté économie par rapport à cette conjoncture également. L'impasse politique décourage les investissements, nous dit ici en titre, en page 3, cet article de Midi Madagascar. Face à la candidature contestée d'Andrade, qui est à son énième volte-face par rapport à ses engagements solennels, le pays est de nouveau dans l'incertitude. Une impasse politique qui a évidemment des conséquences négatives incalculables sur l'économie dans la mesure où elle renforce le découragement des investissements à venir à Madagascar. On nous fait savoir à travers cet article de Midi Madagascar que, et je cite, l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays et les conséquences de cette situation sur l'économie malgache découragent les investissements. C'est ce qu'a donc notamment indiqué la COFAS dans son appréciation des risques sur Madagascar. Un risque qui enfoncera encore plus le pays, dont le taux des investissements directs étrangers, IDE, ont fortement baissé depuis la transition. Heureusement, on nous dit ici cet article de Midi Madagascar qu'il reste encore le secteur minier qui maintient l'économie malgache. La croissance honorable en 2012 devrait se maintenir en 2013 et ce grâce notamment à la production de minerais. L'exploitation d'une nouvelle mine de nickel et de cobalt a débuté en octobre 2012, rappelons-le, permettant l'expédition d'une première cargaison de nickel raffinée un mois après, sous réserve du renouvellement du permis d'exploitation accordé pour 6 mois à la compagnie en bas de vie. Eh bien, le nickel pourrait devenir le premier produit d'exportation malgache, le raffinage sur place augmentant la valorisation du minerai. En somme, malgré les critiques et les tentatives de déstabilisation émanant même du pouvoir transitoire en bas de vie, constitue jusqu'à preuve du contraire la plaie de l'économie malgache. Mais il y a aussi le tourisme, car il figure également parmi les secteurs qui sauvent encore l'économie, nous dit cet article de Midi Madagascar. Là encore, ce sont les efforts du secteur privé qui ont joué un grand rôle. On peut citer notamment donc les campagnes de promotion opérées par les opérateurs touristiques sous la direction efficace de l'ONTM, ainsi que les actions entreprises au niveau des transports aériens. Et puis, Air Madagascar, par exemple, est redevenue compétitive malgré les difficultés qu'elle traverse. Et selon la COFAS, donc, et je cite, le secteur du tourisme devrait continuer à progresser lentement compte tenu des perspectives maussades de croissance de l'Union européenne. Le succès des démarches entreprises par les autorités malgaches pour obtenir le retrait d'Air Madagascar de la liste noire de l'Union européenne, sur laquelle la compagnie aérienne avait été placée en raison du non-respect de certaines normes de sécurité, soutiendrait cette reprise. Fin de citation. Bref, comme nous le dit ici Midi Madagascar, même si elle sera longue à se dessiner, eh bien la reprise sera là. La Gazette de la Grande Île, prise d'Ambutsruta, prédateur à l'affût. C'est le titre ici donné par le journal La Gazette de la Grande Île, mais puisqu'on a parlé de l'économie, continuons toujours avec cette fois-ci en titre fragilité socio-économique. Madagascar est près de tomber dans le gouffre. En chiffres donnés ici, à travers cet article de La Gazette de la Grande Île, moins de 3%, soit plus précisément 2,6%. Eh bien, sachez que c'est la croissance prévue pour 2013 pour Madagascar, alors que le taux pour les pays subsahariens à faible revenu, genre état fragile, est de 6%, d'après donc les projections du FMI. Comme quoi, eh bien, Madagascar répond à l'un des critères d'état fragile. Il s'agit donc d'une croissance économique anémique, et ce n'est ni la prolongation de la transition, ni une élection truquée qui va améliorer les choses. En effet, nous dit c'est la Gazette de la Grande Île, la croissance risque de ne pas atteindre le taux cité, donc, faute d'un minimum de visibilité pour les opérateurs économiques et d'un bon climat des affaires. Et on ne parle plus des investisseurs
potentiel. Ils font une croix sur Madagascar et d'après la définition de la Banque mondiale, donc l'État fragile se caractérise aussi par un taux de pauvreté élevé. Et sur ce point, le pays est tombé bien bas, nous dit ici cet article de la Gazette de la Grande Île. Depuis toujours, la pauvreté demeure problématique. Elle a affecté près de 69% des Malgaches en 2009, soit une période de l'ex-président Ravalman annonçait que le pays regorgeait d'argent mais qu'il ne savait pas quoi en faire. Or, eh bien, les 69% des Malagasy pauvres de cette période ne toucheraient même pas 3000 arrières par jour. Nous fait-on savoir. Et à l'heure actuelle, des économistes avancent que la pauvreté devrait toucher 83% de la population cette année, contre 76,5%, c'était en 2010. Et dans ce cas, environ 1 430 000 personnes, toujours en chiffres ici donnés en appui, ont basculé dans la pauvreté sur seulement 3 ans. Plus que jamais, eh bien, le pays est au bord du gouffre de la fragilité, car l'un des critères de cet état est le retard qui risque de se creuser davantage face donc au progrès enregistré par de nombreux pays en développement. Voilà sur ce sujet. Et puis donc, c'est la fin de notre lecture de presse en ce jour et on se retrouve vendredi, toujours à travers la presse locale.